Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Comme promis la semaine dernière, nous allons essayer de répondre à toutes vos questions sur votre épargne, sur les marchés financiers, comment vont-ils évoluer, comment protéger son épargne. Évidemment, on va regarder les trois grands vecteurs d'investissement qui sont les plus rentables sur le long terme. Bien sûr, l'immobilier, les marchés boursiers, l'or. Et donc, on se pose cette question, faut-il acheter, faut-il vendre? Vous vous posez cette question, on va essayer d'y répondre, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Il y a bien d'autres, elles sont extrêmement nombreuses. Évidemment, en toute indépendance, avec des graphiques toujours réalisés sans trucage. C'est important en ce moment parce qu'il y a beaucoup de fake news. On va donc regarder cette réalité en face, comment donc sortir par le haut de toutes ces crises, de tous ces dangers. Et comme d'habitude, on terminera par une bonne nouvelle. C'est compliqué d'en trouver en ce moment, mais il y en a quand même une. On la verra tout à l'heure. Alors, il y a également beaucoup de chiffres qui viennent de sortir, notamment sur l'immobilier français. Donc on va commencer tout de suite par cela, avec donc des prix qui continuent de baisser. Je me souviens ici même, quand j'annonçais que les prix pouvaient baisser sur l'immobilier de l'ordre de 10%, on me riait au nez et ça y est, c'est le cas dans beaucoup de grandes villes françaises. Les prix sont en train de baisser de 10%. On a ici donc les chiffres de meilleurs agents qu'on suit depuis des mois. Donc rappelez-vous, quelques mois, les prix du mètre carré à Paris étaient passés sous les 10 000 euros du mètre carré. On avait dit non mais c'est rien, ça va pas durer, c'est un épiphénomène. Eh bien c'est en train de s'aggraver. Donc là nous allons voir donc pour les villes de plus de 100 000 habitants, donc le top 10 des villes les plus chères finalement parmi ces villes de plus de 100 000 habitants. Et évidemment la plus chère, ça reste Paris. Et donc regardez bien, ça y est, on est maintenant à 9 857 euros du mètre carré, une baisse de quasiment 10% par rapport au plus haut des derniers trimestres. Si on regarde sur Boulogne-Billancourt, une ville de banlieue parisienne, moins 14%, 8 425 euros du mètre carré, Montreuil quasiment moins 10. Alors on avait deux villes qui pour l'instant résistaient, c'était Aix-en-Provence et Nice, puis il y avait encore des petites phases de hausse. Et bien là aussi, ça y est, c'est le rouge, moins 0,9% par rapport au plus haut Aix-en-Provence, moins 0,1% par rapport à Nice, ça reste encore limité, mais ça y est, la baisse s'est généralisée. Lyon, quasiment moins 12% de baisse, Bordeaux, moins 4,4%, Villeurbanne, moins 2,6%, Rennes, moins 2,4%, Strasbourg, moins 2,5%. Alors évidemment, beaucoup d'autres villes, la baisse est quasiment généralisée et elle est en train de s'aggraver. Pourquoi? Eh bien, parce que, évidemment, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et puis surtout, on partait de prix qui étaient extrêmement chers. Et si on regarde les chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir également pour les chiffres donc, des notaires, eh bien là aussi, ça baisse. Alors, ce n'est pas encore des moins 10%, mais sur l'ensemble du territoire français, on voit bien que pour l'instant, on a 2 trimestres consécutifs de baisse, ce qui fait moins 1% sur ces 2 trimestres. Alors, évidemment, ça ne corrige pas les plus 34% qu'on avait eu précédemment au cours des dernières années, mais on voit bien ici le marché immobilier français sur le long terme. Il y a des phases de hausse, puis il y a des phases de respiration. Alors, bien sûr, on est toujours en hausse par rapport à ces dernières années, j'ai envie de dire heureusement, mais néanmoins, on se rend bien compte que là, ça pourrait baisser. Et attention, là, on n'a que les chiffres donc, des notaires, c'est-à-dire les chiffres des ventes. Mais il y a encore beaucoup de biens qu'on n'arrive pas à vendre ou qu'on ne veut pas vendre. Le marché immobilier est figé parce que justement, les vendeurs ne veulent pas forcément baisser leur prix. Les acheteurs se disent ça va encore baisser. Parfois, il n'y a même pas d'acheteurs. Donc attention, ça ne reflète que justement les biens vendus. Mais il y a encore aujourd'hui un potentiel de baisse qui est très fort sur l'ensemble du territoire. Donc on maintient notre prévision d'une baisse de 10% pour l'ensemble des prix des logements anciens en France. Pourquoi? Sachant que le neuf est également concerné par cette crise. Alors pourquoi ça baisse? Parce que les taux d'intérêt augmentent, continuent d'augmenter, donc ce qui limite évidemment l'octroi de crédits, notamment des crédits immobiliers. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si vous regardez la corrélation entre les taux d'intérêt et les prix de l'immobilier, alors bien sûr, comme vous le savez, les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, donc les taux d'intérêt monétaires, sont à 4,5%, donc c'est déjà beaucoup. Et on a également l'augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État. Là, on a le taux d'intérêt à 10 ans, c'est la courbe rouge. Donc on voit bien cette corrélation. La courbe bleue, c'est les prix de l'immobilier. La courbe rouge, c'est donc les taux d'intérêt donc en échelle inversée. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt augmentent, la courbe rouge a tendance à baisser. Et quand les taux d'intérêt baissent, la courbe rouge augmente. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Là, les taux d'intérêt avaient fortement baissé. Donc ce qui fait que la courbe bleue a augmenté, les prix ont augmenté. Là, c'est exactement l'inverse. Les taux d'intérêt, donc, vous voyez, on était à 0% il y a encore quelques trimestres. Là, on est donc à 3,5% sur le taux d'intérêt à 10 ans. Pour l'État français, tout à l'heure on verra les taux d'intérêt pour les ménages, c'est pas les mêmes. Et parallèlement, on voit donc que les prix commencent à baisser. On a bien donc cette potentialité de baisse de 10% des prix des logements anciens sur l'ensemble du territoire. On l'a vu tout à l'heure, dans certaines villes, c'est déjà le cas, et notamment Paris. Alors si justement on regarde maintenant les taux d'intérêt que vous obtenez, les ménages, quand vous faites un crédit aujourd'hui à l'habitat finalement, pour la construction, eh bien on voit que ça n'arrête pas d'augmenter. Là on a les taux d'intérêt d'empruntistes. Regardez bien, pour le taux maximal qu'on peut trouver aujourd'hui sur un taux d'intérêt donc à 20 ans, c'est 5,4%.
vous vous rendez compte, ça y est, la hausse est là, la hausse est forte, même pour, je dirais, des taux d'intérêt pour des ménages, on va dire, moins risqués, entre guillemets, on reste sur des niveaux extrêmement élevés, ça y est, on est sur 3-4%, donc on se rend bien compte que ça y est, aujourd'hui, beaucoup de ménages ne peuvent plus accéder à la propriété parce qu'ils ne peuvent pas avoir des crédits, et donc ce qui fige, effectivement, ce marché immobilier, donc c'est pourquoi la baisse va continuer. Donc quand on se dit ce qu'il faut quand même acheter sur l'immobilier, ça peut être dangereux, par contre, si on peut vendre aujourd'hui à un bon prix, je pense qu'il faut en profiter si évidemment on a notre bien dans lequel on peut vivre, bien entendu. Donc dans sa résidence principale, mieux vaut la conserver. Mais néanmoins, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier est bien en train de baisser durablement en France. Sur les marchés actions, que se passe-t-il? Alors là, effectivement, on est sur une situation un peu plus compliquée, c'est-à-dire il y a moins de tendances baissières. C'est vrai qu'on voit le CAC 40 depuis janvier 2022, donc c'est sûr qu'après, au début de la guerre en Ukraine, on avait un effondrement des marchés boursiers. Ensuite, ça a repris du poil de la bête, ça a remonté progressivement, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a eu des phases d'inflation, mais les entreprises ont pu répercuter sur les prix de vente, donc finalement les chiffres d'affaires et les profits étaient là, donc ça a résisté. Puis aujourd'hui, on se rend bien compte que les coûts sont en train d'augmenter, alors que les chiffres d'affaires sont en train de baisser, donc ce qui limite l'augmentation des marchés boursiers. Évidemment, avec le contexte géopolitique dramatique qui est en train de s'observer aujourd'hui, c'est vrai que les marchés boursiers résistent. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on était sur une hausse de 1,9% entre le 4 et le 11 octobre, et depuis, on est à moins 1,4%. Donc là, on est repassé effectivement en mouvement baissier, on le voit bien. Les marchés, pour l'instant, et on espère qu'ils auront raison, ne veulent pas croire à la Troisième Guerre mondiale, mais c'est clair qu'il y a quand même cette tendance, et même si on évite cette Troisième Guerre mondiale, on l'espère tous, bien sûr, à ce moment-là, on a quand même aujourd'hui des profits qui vont baisser, donc qui vont limiter l'augmentation des marchés boursiers. Donc, il reste le troisième vecteur d'investissement, en l'occurrence l'or, et c'est vrai que l'or repart un petit peu à la hausse, mais c'est pas non plus énorme. Là, on voit l'évolution de l'once d'or donc depuis les années 70, donc on voit qu'à chaque fois qu'on a une crise, le premier choc pétrolier ou la crise effectivement donc de Lehman Brothers, avec la récession de 2009, l'or était monté à 1900 $ l'once, après ça s'est calmé, le coronavirus, on est monté à plus de 2063 $ l'once, ça a rebaissé en plus, et maintenant on se maintient, vous voyez, guerre en Ukraine, on repasse au-dessus des 2000 $ l'once, là ça remonte un peu, c'est vrai qu'on était tombé à 1700 $ il y a quelques mois, et maintenant on remonte vers des niveaux de 1924 $ l'once au moment où je vous parle, donc c'est vrai que ça repart à la hausse, mais on n'a pas retrouvé les 2000 $ l'once, donc ça veut bien dire que l'or est un vecteur privilégié d'investissement, la fameuse poire pour la soif, comme je l'évoque souvent, mais attention, on espère tous qu'on évitera le scénario catastrophe, donc ça veut dire qu'il ne faut pas tout mettre en or, il faut diversifier évidemment ses investissements. En fait, de quoi, je dirais, va dépendre l'évolution de l'ensemble des marchés financiers, essentiellement des taux d'intérêt. C'est là la clé, et c'est ce qui aujourd'hui est inquiétant, c'est que les taux d'intérêt continuent d'augmenter de plus en plus. On l'a vu donc dernièrement, et là on voit les derniers chiffres aux États-Unis et en France sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique. Aux États-Unis, on est donc monté à 4,85%, un plus haut depuis 2007. Ouais, c'est quand même pas rien, ça commence à devenir très inquiétant. Si on regarde sur la France, on est à 3,53%, un plus haut depuis 2011. Donc on voit bien cette tendance haussière, et donc si les taux d'intérêt augmentent, on l'a vu, ça casse évidemment l'immobilier, ça casse l'activité économique, donc ça fait de la récession, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de profit, donc ça casse également les marchés boursiers, et donc il n'y a que l'or qui pourrait éventuellement s'en sortir. Donc tout va dépendre de la poursuite de l'évolution des taux d'intérêt des obligations d'État. Et donc de quoi dépendent ces taux d'intérêt? Ils dépendent de deux choses, notamment la croissance économique mondiale et l'inflation. Et donc les derniers chiffres le montrent, on a aujourd'hui une récession qui est en train de se rapprocher du monde, on l'évoquait la semaine dernière sur l'indicateur des directeurs d'achat, composite donc tous secteurs confondus. On voit bien qu'on est à 50,5 donc au mois de septembre, on est donc à la frontière avec la récession, on est quasiment donc en stagnation économique au niveau mondial, et ce matin viennent de sortir les chiffres de la croissance chinoise, et donc voilà, ça continue de ralentir, 4,9% de croissance, c'est la courbe bleue ici. Bon, c'est pas la Bérésina, mais néanmoins on se rend bien compte que les indicateurs avancés, donc des directeurs d'achat dans l'industrie, dans les services, on est tout juste à 50, donc ce qui veut bien dire que la Chine est en train de connaître une stagnation économique. Et donc si la locomotive de la croissance mondiale s'arrête, évidemment ça veut dire que la croissance mondiale également va fortement ralentir. Alors bien sûr, je l'évoque souvent, il y a l'Inde qui résiste, qui est donc devenue la nouvelle locomotive, mais ça ne suffira pas pour permettre une croissance mondiale forte. Donc s'il y a moins de croissance,
encore une fois, il y a moins de profits. Or, les coûts sont en train d'augmenter. Donc, s'il y a moins de profits, s'il y a moins de chiffre d'affaires alors que les coûts augmentent, ça veut dire là aussi encore moins de profits. Ce qui veut dire que les marchés boursiers vont encore baisser au cours des prochains mois, indépendamment du contexte géopolitique. Évidemment, si ça s'aggrave, ça sera de mal en pis, j'ai envie de dire. Mais même si on espère, on évite la Troisième Guerre mondiale, sinon ça ne servira plus à rien tout ça, vous me direz. Mais néanmoins, on aura quand même une tendance baissière sur les marchés boursiers. D'autant que, deuxième facteur important, l'inflation n'a pas dit son dernier mot. Je sais que beaucoup ont laissé croire que ça y est, donc ça fait 3 ans qu'on nous dit ça y est, le plus dur de l'inflation, c'était le mois dernier. Puis 3 ans que l'inflation continue d'augmenter, de rester très élevée. Et donc là, on a eu les derniers chiffres de l'inflation américaine qui viennent de sortir et ça continue d'augmenter. Vous voyez, c'est le mois de septembre, 3,7% d'inflation. On était à 3% il y a quelques mois. Hors énergie, on est à 4,1%. Ça baisse, mais ça reste quand même sur des niveaux particulièrement élevés. Et en plus, l'indicateur avancé de l'inflation, c'est-à-dire les prix à la production, eux aussi sont repartis à la hausse aux États-Unis, on le voit ici, 2,2% de hausse en glissement annuel. Là aussi, c'est pas dramatique, mais néanmoins, ça montre bien que l'inflation américaine va se maintenir autour des 3 à 3,5%. Or, je vous rappelle que l'objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est 2% d'inflation. Donc on n'y est pas. Alors vous savez que là on voit la corrélation entre l'inflation américaine, la courbe bleue, la courbe rouge, c'est donc le taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, elle les a montés à 5,5%. C'est beaucoup, hein, c'est même très fort, mais donc ça a permis de faire baisser l'inflation, mais on n'est toujours pas à 2% d'objectif d'inflation. Donc ce qui veut dire que la Réserve fédérale américaine peut encore augmenter son taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux objectif des Federal Funds, d'ici la fin de l'année, je pense encore une fois de 25 points de base, et ça les marchés ne vont pas aimer bien entendu, ce qui fait augmenter donc les taux d'intérêt des obligations d'État, on l'a vu, et donc ce qui peut également déprimer les marchés boursiers. Donc ça, c'est pour le cas américain. Si on regarde maintenant en Europe, c'est vrai que l'inflation dans la zone euro est en train de baisser. Par contre, en France, elle augmente. Et là, on a les derniers chiffres donc, qui viennent d'être confirmés par l'INSEE. Donc, on est monté à 4,9%. Aux normes INSEE, aux normes Eurostat, on est remonté donc à 5,7% d'inflation. Et si on regarde le détail comme on le fait tous les mois, vous savez, pour voir quels sont les biens et services dont les prix augmentent le plus, eh bien, comme d'habitude, malheureusement, ce sont les biens alimentaires avec des chiffres donc assez incroyables. Donc, le sucre, 44,5%. Alors après, c'est pas alimentaire, on a l'essence. Là, on a l'impact de la hausse des cours du pétrole. Donc, on voit bien que ça peut continuer. Pommes de terre, 21,8%. Légumes surgelés, 20,6%. Vous voyez, on a des niveaux quand même très élevés. Produits laitiers, 15,8%. Le riz, 15,45%, yaourt, 14,8%, confiture, 14,5%. Vous voyez, des biens du quotidien, bien entendu, produits pour animaux domestiques, 14,4%. Les œufs fromages 13,5, farine 13,4. C'est quand même des niveaux encore très très élevés. On est très très loin de la baisse des prix tant annoncée depuis des mois. Alors il y a des services notamment où les prix baissent, hein, donc la téléphonie mobile ou l'abonnement audiovisuel. Bon, mais ça c'est parce qu'on achète tous les jours bien entendu et c'est pas déterminant pour notre vie. Par contre effectivement pour la consommation du quotidien, les biens alimentaires, ça continue d'augmenter. Alors le drame c'est que malheureusement la France a maintenant une inflation qui est supérieure à celle de la zone euro. On nous a bassiné pendant des mois en disant non, la France, nous sommes le meilleur élève de la zone euro, voire d'Europe en termes d'inflation. Eh bien, c'est fini. Regardez bien, ça c'est l'inflation de la zone euro, c'est la courbe bleue. Donc elle est en train de baisser, on est à 4,3%. Nous, on est donc à 5,7% aux normes européennes. Vous voyez bien que l'écart entre les deux courbes. Alors, si on regarde donc cet écart justement entre l'inflation française et l'inflation de la zone euro, on voit bien que sur longue période, vous voyez, il y a très peu d'écart généralement. L'inflation française et celle de la zone euro, c'est quasiment la même à 0,3, 0,4 points près, vous voyez. Et puis ensuite, évidemment, 2022, donc dans la zone euro et dans beaucoup de pays de la zone euro, on laisse plus ou moins la réalité des prix. Donc c'est vrai que l'inflation monte très fortement avec la hausse notamment des matières premières, alors que nous, on nous fait un bouclier tarifaire, soi-disant qu'il allait nous protéger durablement. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on a plus d'inflation dans la zone euro qu'en France. Et puis maintenant qu'on arrête ce bouclier tarifaire, entre guillemets, ou qu'on le limite, bien, parallèlement, l'inflation repart à la hausse. Et donc cet écart de taux d'inflation, vous voyez, est à 1,4% de plus d'inflation en France que dans la zone euro. Donc évidemment, vous allez me dire c'est une correction du passé, certes, mais ça risque de durer. Et donc ce qui veut bien dire que malheureusement, tout ça, pour ça, on a dépensé des milliards pour ce bouclier. Et finalement, on a aujourd'hui plus d'inflation en France que dans la zone euro. Et parallèlement, les biens du quotidien, les biens alimentaires continuent d'augmenter. Vous voyez, ça a encore fait 0,1% de hausse au mois de septembre, ce qui veut dire que depuis janvier 2021, on est à plus 21,7% d'augmentation des prix donc pour les biens alimentaires en France. Regardez cette ligne droite, c'est assez vertigineux. Si on regarde, vous savez, la rubrique qu'on suit souvent, les fromages œufs, donc des biens du quotidien, des biens primordiaux, j'ai envie de dire, extrêmement importants, eh bien c'est vrai que ça a baissé. Ah, miracle, 0,2% au mois de septembre de baisse
très léger, mais ça ne compense pas la flambée des mois précédents, ce qui veut dire que depuis janvier 2022, on a toujours une hausse de 27,7%. Et depuis janvier 2022, c'est-à-dire quasiment autant que de 90 à 2021, on avait fait 31,2% de hausse. Et ça, encore une fois, on se rend bien compte que les prix ont du mal à baisser. Et quand on entend les distributeurs nous dire que ça va encore augmenter pour 2024, on comprend bien que malheureusement, on est très très loin de la baisse des prix. Donc on va devoir encore malheureusement digérer, souffrir sur cette inflation du quotidien qui reste très élevée, d'autant que les prix du pétrole continuent d'augmenter. C'est vrai que ça avait bien baissé, donc je dirais fin septembre, début octobre, et puis malheureusement ça repart à la hausse. Alors pendant un temps on était resté en dessous les 90 $ le baril de Brent, et là on remonte, on est à 91 $ au moment où je vous parle, donc c'est pas les 96 du plus haut de septembre dernier, mais vous voyez en juin on est à 72 $, donc on a bien cette augmentation des cours du pétrole qui est là, et donc qui va se répercuter sur l'ensemble des biens et des matières premières évidemment, donc ce qui va maintenir l'inflation à un niveau élevé. Si l'inflation se maintient à un niveau élevé, donc ça casse l'activité économique, donc ça fait de la stagflation économique, inflation élevée, donc ça casse la croissance, ça fait baisser les profits, donc ça fait baisser les marchés boursiers, et parallèlement, si l'inflation est élevée, les taux d'intérêt vont rester élevés, voire encore augmenter, et si les taux d'intérêt restent élevés, ça casse l'activité économique, ça fait baisser le marché immobilier, donc également les prix de l'immobilier au sens large, notamment en France, et parallèlement, donc ça alimente la récession, donc ça fait aussi baisser les marchés boursiers. Il n'y a que l'or qui pourrait s'en sortir justement par rapport à ce contexte d'inflation élevée, donc de stagflation, stagnation économique et inflation élevée. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait avec notre épargne aujourd'hui? Comment la protéger? Alors déjà, j'ai envie de dire, mieux vaut tenir que courir, entre guillemets. Aujourd'hui, comme les taux d'intérêt monétaires ont augmenté, il y a beaucoup de placements de court terme, donc sans risque, où les taux d'intérêt sont sympathiques. C'est vrai que le livret A, bon, il est bloqué malheureusement, mais donc on peut avoir des taux entre 3 et 4% sur du monétaire, donc sans risque. Alors c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix, entre guillemets, sachant qu'il y a énormément de risques qui sont là, donc on peut en mettre un petit peu effectivement dans son portefeuille. Ensuite, il faut adopter une stratégie de long terme, bien entendu, puisque là, ça va être très très chahuté, très volatile pendant plusieurs mois, parce qu'on ne peut pas savoir de ce qui va se produire évidemment dans les prochains mois, d'un point de vue géopolitique notamment. Bien sûr, il faut toujours délaisser les obligations d'État. Les taux d'intérêt vont encore augmenter. Vendredi prochain, on aura la notation de la France. Est-ce qu'elle va être dégradée? J'ai envie de dire, on s'en fiche un peu parce que ça n'a plus trop d'importance. Cette note ne veut plus dire grand-chose. Les agences de notation ne sont plus très crédibles. Mais néanmoins, c'est vrai qu'avec la flambée de la dette publique française, les taux d'intérêt vont encore augmenter. Donc il faut délaisser ces obligations d'État pour éviter justement d'avoir des mauvaises surprises. En ce qui concerne évidemment les taux de change, il faut rester sur le dollar et le franc suisse contre l'euro, parce que l'euro est toujours extrêmement dangereux, et le dollar et le franc suisse jouent parfois ce rôle de valeur refuge. Alors bien sûr, sur les actions immobilières, on a compris que c'est sur du long terme. Donc là, à court terme, moi j'aurais plutôt tendance à vendre, à prendre ses bénéfices, y compris sur l'immobilier, si on peut le faire aujourd'hui à un bon prix, parallèlement sur les marchés actions, si on a des profits à prendre, il faut les prendre. À regarder sur les actions du luxe notamment, on a dit non, ça va encore augmenter, les arbres ne montent pas au ciel, et on voit que ça a chuté de 20% depuis les plus hauts, donc il faut savoir prendre ces bénéfices régulièrement, j'ai envie de dire. Après, évidemment, une fois qu'on aura une baisse de l'or encore de 10% sur l'immobilier, sur les marchés actions, là on pourra revenir, donc avoir cette vision de long terme. On peut éventuellement acheter aujourd'hui, mais pour avoir, je dirais, les garder, ces actions, cet immobilier, sur du long terme, ça veut dire sur 5 à 10 ans, bien entendu, et là ça remontera bien entendu. Ensuite, bien sûr, gardez toujours cette poire pour la soif, donc je vous l'évoquais déjà depuis longtemps, il faut conserver de l'or, avoir à peu près 15% de son portefeuille, or physique. Alors si on ne peut pas, évidemment, on a des ETF, etc., donc hors papier comme on l'appelle, mais c'est vrai qu'il faut quand même en avoir dans son portefeuille. On ne sait jamais, on espère qu'on évitera le pire, mais on ne sait jamais, ça peut évidemment nous protéger contre justement tous ces dangers. Donc avoir autour des 15% de ce portefeuille en or. Bon, les crypto-monnaies, j'y reviens pas parce que c'est tellement volatile, franchement, aujourd'hui. Moi, je le dis toujours, je ne peux pas faire de prévision sur je dirais les crypto-monnaies, puisque je n'ai pas de soubassement économique en ce qui me concerne. Moi, je suis économiste, je ne peux pas inventer, effectivement. Puis il y a tellement de problèmes de réglementation, etc. Donc, soyez prudents, si vous voulez le faire, faites-le, pourquoi pas, mais il faut rester extrêmement prudent. Alors, bien sûr, ça arrivera tôt ou tard. On voit bien qu'on va devoir, malheureusement, nous ponctionner notre épargne sur les comptes, sur livret, etc. Au-dessus de 100 000 € certainement. Ça arrivera, pas pour tout de suite,
mais enfin, vous savez, regardez, malheureusement, le monde peut changer en quelques heures. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être là aussi extrêmement prudent. Et donc, pour conclure, j'ai envie de dire, carpe diem. Hein, c'est-à-dire que mieux vaut profiter de l'instant présent. C'est vrai que c'est bien d'avoir de l'épargne, mais autant consommer une partie aujourd'hui. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Je vous le disais ça pendant le coronavirus, c'est un peu pareil aujourd'hui. On voit que le monde peut changer en quelques heures. Donc, profitons de l'instant présent. Et donc, carpe diem, encore une fois, même s'il faut quand même garder de l'épargne, si on peut, cette fameuse poire pour la soif pour du moyen terme. Alors, je termine quand même avec la bonne nouvelle. Il y en a une, elle est difficile à trouver, mais c'est justement sur les matières premières. Vous allez me dire comment ça se fait, parce que c'est vrai que le pétrole, le gaz, etc., c'est en train d'augmenter, mais le blé, hein, donc, qui est quand même la matière première donc, du quotidien, pour notre vie au quotidien, reste bas. Alors il a fait beaucoup augmenter, 200% de hausse donc, après la guerre en Ukraine par rapport à 2020, et ensuite ça a effectivement donc, bien baissé, moins 62%, et là on se maintient, vous voyez qu'on n'est plus qu'à 17% au-dessus du niveau de juin 2020, qui est évidemment extrêmement bas. Ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que ça va quand même limiter l'inflation donc des farines, du blé au niveau mondial. Donc ça permettra donc d'éviter des phénomènes de famine ou autres, du moins c'est tout ce qu'on peut espérer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Il faut rester prudent, garder l'espoir, en espérant qu'on va vite sortir de ce marasme, qu'on va prendre les bonnes mesures, et donc ce qui nous permettra, je dirais, de retrouver rapidement le chemin d'une vie plus normale, et également des marchés financiers qui seront un peu plus logiques. Hein. Là, on a une correction des excès passés, c'est tout à fait normal, et ça pourra repartir ensuite vers le haut. Donc, merci encore une fois de votre fidélité, merci de liker, de mettre des pouces vers le haut, vous êtes formidables. Merci également de vous abonner, de faire abonner. On continuera à dire la vérité, à dire les choses telles qu'elles sont, effectivement, pour justement éviter les fake news, éviter les faux semblants, et pour pouvoir sortir par le haut de cette crise et de toutes les crises à venir. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Encore merci, portez-vous bien, bonne continuation, et à très bientôt.